Donc pour me présenter très rapidement, donc mes titres entre guillemets sont affichés sur l'écran. J'ai eu le plaisir de suivre la formation donc, de coach professionnel avec Dominique, donc avec une approche socio-analytique, tout en ayant mon vécu universitaire dans l'univers du sport, puisque je me destinais à l'époque à devenir enseignant de PS, vocation que j'ai rapidement abandonnée pour incompatibilité d'humeur avec l'institution éducation nationale, mais c'est un autre débat. J'ai eu le plaisir par la suite de valider ce cursus universitaire en intégrant le label accompagnateur de la performance qui est développé par l'INSEP depuis maintenant 5 ans. Donc à ce jour, nous sommes une trentaine de coachs labellisés API. Et je me suis surpris à réfléchir, en fait, à être percuté par la similarité qu'il peut y avoir entre le milieu de l'entreprise et le milieu du sport de haut niveau. Une réflexion sur les valeurs. Alors j'avais déjà observé quand j'étais en formation la pénétration par divers cabinets, diverses entreprises qui entendaient pénétrer le monde de l'entreprise avec les valeurs du sport, qui développaient les équipes avec les valeurs du sport. J'ai vu un peu tout et n'importe quoi, il y a des choses très bien, il y en a d'autres plus discutables ou contestables. Et cette réflexion a été nourrie quand j'ai intégré le comité éthique et sport qui apporte une vigilance, on va dire, sur toutes les pratiques sportives. Et effectivement, vu que les pratiques sportives pénètrent de plus en plus l'entreprise, et on va voir est-ce qu'elles pénètrent ou est-ce que finalement elles sont fondées sur les valeurs du sport, ces valeurs de l'entreprise. C'est un débat qu'on pourra ouvrir par la suite et qu'on essaiera d'étayer avec les données que je vous donnerai. Mais toujours est-il que cette similarité valait le coup d'être explorée pour savoir quand on parle de valeurs sportives et quand on parle de performance également dans l'entreprise, de quoi on parle exactement et quelles sont ces valeurs qui sont cachées derrière. Alors pour commencer, je vous invite à regarder ce petit teaser. Par quel miracle, des milliards de gens à travers le monde se passionnent pour des gestes aussi simples que courir, sauter ou maîtriser un ballon? Peut-être parce que jouer, c'est notre part d'enfance oubliée, un reflet de pulsions archaïques que nous avons tous éprouvées, s'affronter, s'unir. Mais si tous les mammifères jouent, un seul compte les points, et à partir de là, tout change. Depuis la nuit des temps, l'homme n'a cessé de se battre. C'est la même chose dans toutes les espèces. Le plus fort a le pouvoir. Le sport, c'est l'image de ce qu'est l'homme. On a trouvé par le sport, par différentes façons de s'exprimer dans le sport, un moyen d'élire le plus grand, le meilleur. Il y a une notion presque animale, quoi, être quelque part dans ce combat. Il y a un truc qui sort de très très loin. Ce n'est pas la perfection qui est belle, c'est la passion que vous mettez dans vos gestes. Chercher à aller plus haut, c'est un rêve que les hommes ont toujours eu. C'est comme au temps des batailles. Si on n'était pas unis, on perdait, non? Jouer pour soi-même, c'est jouer pour très peu. Jouer pour les autres, c'est jouer pour bien plus grand. Il faut quand même toujours avoir ce côté quand tu jouais dans le quartier. Parce qu'en fait, c'est ça qui t'anime. Ce documentaire, qui vaut ce qu'il vaut, en tout cas je trouve que la bande-annonce a le mérite de souligner beaucoup de choses dans le domaine du sport.
On parle de jeu, on parle de hiérarchie, on parle de compétition, on parle d'affrontement, on parle de quelque chose d'archaïque. Et j'aime beaucoup la formulation, dans la nature, tous les mammifères jouent, un seul compte les points, et à partir de là, tout change. Alors effectivement, le balayage, c'est un vrai plaisir de regarder ce genre de vidéo, parce que pour ceux qui ont peut-être un vécu universitaire et qui sont un peu imprégnés de la culture sport, entre guillemets, on peut croire qu'il y a beaucoup passez-moi l'expression, de masturbation autour du sport. Il y a des gens qui cherchent beaucoup, c'est un milieu qui est très riche de réflexion, mais au final, on se rend compte que le lien entre sport et société est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Et cette vidéo, elle mérite en tout cas de balayer large. On voit des jeux traditionnels, on voit des sports olympiques, on voit des sports de compétition, et on voit également ce que j'appelle des sports libres, notamment sur la fin avec les vidéos de base jump, de snowboard également. Donc le sport est pluriel. C'est très difficile aujourd'hui de parler clairement de ce que sont les valeurs sportives. Chaque activité sportive va avoir son propre système de valeurs et son propre référentiel. Alors dans un premier temps, si on parle de performance durable et responsable, il me semble que la première question à se poser, c'est qu'est-ce que la performance ? Alors dans le plan que je vais vous proposer, je vais questionner ce qu'est la performance. Également, essayer de vous faire un balayage rapide. Alors, j'ai passé 5 ans en fac de sport, et pendant 5 ans, j'en ai appris un peu tous les jours sur le champ sportif, qui est très large. Donc, je vais essayer de vous faire un rapide récapitulatif qui sera forcément non exhaustif, et peut-être même parti pris. Donc, nous pourrons en discuter assez facilement. Les apports du sport de haut niveau sera l'occasion de faire un partage avec ce que je peux observer chez les athlètes de haut niveau dans leur mode de pratique, et qui est tout à fait transférable à l'entreprise et à l'individu. Et je terminerai par les conseils essentiels pour une performance durable et responsable, sachant que la performance est une valeur qui est forte et prégnante aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et je dirais même que, pour reprendre Isabelle Kerval, qui est enseignante à l'université Descartes, est-ce que finalement le capitalisme aujourd'hui, tel qu'on le vit dans l'entreprise et dans la société, n'est pas la version exacerbée de la compétition et du champ sportif ? Une question à laquelle je ne répondrai pas, mais en tout cas je lèverai des pistes de réflexion. Alors sur la question, qu'est-ce que la performance ? Je me suis dans un premier temps penché sur ce qu'en dit de Larousse, parce qu'il fait référence en la matière. On parle d'exploits de réussite remarquable dans un domaine quelconque, de résultats chiffrés en temps ou en distance d'un athlète ou d'un cheval. C'est de Larousse qui dit, à l'issue d'une épreuve. Alors la performance dans le monde hippique a une connotation très particulière, puisque c'est la manière de courir du cheval. Et une victoire acquise sur une équipe ou un adversaire mieux classé. Je dirais qu'avec ce genre de définition, je ne suis pas beaucoup plus avancé, que c'est une définition très générique. Alors, puisqu'on parlait d'exploit, je me suis questionné sur qu'est-ce que l'exploit. On parle d'une action d'éclat manifestant un grand courage. Le courage reste très subjectif également. Et une action mémorable qui dépasse les limites ordinaires. Il aurait fallu questionner l'ordinaire, donc là, effectivement, je n'avais pas forcément le temps ni le goût pour le faire. Et je me suis penché sur la littérature globalement de l'INSEP pour savoir ce qu'est la performance concrètement telle qu'il l'envisageait. Et on en arrive à cette définition qui est la capacité à mobiliser ses ressources dans le but d'atteindre un objectif ambitieux. Et j'ai envie de dire, cette définition-là, je vais la valider et je vais m'en servir pour rebondir parce que je pense qu'elle regroupe globalement le champ de réflexion sans trop le fermer. Alors, puisqu'on parle de mobiliser ses ressources, pour ceux qui sont peut-être dans le champ sportif, il y a 2 personnes qui font référence en la matière, notamment dans la préparation psychologique des athlètes de haut niveau, Edgar Thiel et Philippe Florence, et qui ont synthétisé globalement les 3 types de ressources qu'on peut mobiliser pour atteindre un niveau de performance maximum honorable. En tout cas, il est important de les identifier. On va voir dans un premier temps, dans la bulle rouge, les ressources énergétiques. Énergétique, globalement, pour vous résumer, ce serait tout ce qui a trait au corps, à l'énergie, à la force musculaire. Les ressources cognitives, qui sont notamment de l'ordre du traitement de l'information, et dans le champ d'un sportif et également dans le champ de la vie courante. Si on n'y prend pas garde, le traitement de l'information, c'est quelque chose d'extrêmement important. On traite de l'information H24. Et les ressources psycho-affectives, qui sont plus de l'ordre de l'intime, qui sont également, pour le coach que je suis, de l'ordre de l'histoire de vie, la construction, de l'habitus, comme le dirait Bourdieu, on en parlera plus tard. Donc voilà globalement, savoir mobiliser ces 3 types de ressources,
amène à pouvoir tirer le meilleur de son potentiel et donc arriver à un niveau de performance. Donc, tout ça reste tout de même très, très flou et très peu pragmatique. En recherchant beaucoup des modèles de la performance, je suis tombé sur ce modèle, qui est le modèle bonifié je ne sais pas pourquoi, de la performance par Gilbert. Et donc on voit un triptyque entre les objectifs, les moyens et les résultats, une valorisation entre les moyens déployés pour atteindre l'objectif, l'efficacité des résultats au regard de l'objectif, l'efficience entre les moyens développés et les résultats obtenus. Je dirais, je suis touché, fasciné par ces gens qui sont capables de synthétiser la performance de la sorte. Donc je me suis documenté sur ce monsieur Gilbert que je ne connaissais pas jusque-là et qui est donc un économiste. Et là, la surprise est retombée un peu puisqu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de quantifier ou de qualifier la performance dans des milieux plus mathématiques ou économiques que dans le domaine de l'humain. Et dernièrement, j'ai eu une réunion à l'INSEP avec mes collègues accompagnateurs de la performance et j'ai eu le plaisir de rencontrer Claude Fauquet, qui est un ancien directeur de l'INSEP, qui a arpenté ses couloirs pendant 20 ans, qui s'est beaucoup questionné sur la notion de performance également, qui était très proche des milieux de la natation, et qui nous a dit, mais on parle de performance sportive, de performance artistique, mais c'est de performance humaine qu'il s'agit. Et je dirais que s'il y a bien un système qui échappe à toute forme de quantification ou de qualification, c'est bien un système humain. Donc comment qualifier la performance humaine ? Vous voulez me dire, j'ai essayé de définir la performance et on n'est pas plus avancé finalement à la fin. Effectivement, vous dirais-je. Alors je me suis livré à cet exercice qui s'appelle le nuage de mots. Vous pouvez le faire assez facilement en ligne. J'ai compilé beaucoup d'articles de littérature sur la performance sportive et ce logiciel vous permet globalement de faire sortir les mots les plus utilisés, qui apparaissent en plus gros. Et puis donc là j'ai sélectionné qu'une cinquantaine de mots parce que sinon on en aurait des milliers et donc rien de vraiment lisible. Et donc, ce qui ressort globalement sont objectifs, stress, plus, faire et niveau. Et je suis surpris de voir le stress qui apparaît en 3e ou 2e position. Effectivement, la performance, quelque part, il y a quelque chose d'extrêmement stressant, mobilisateur, et qui peut induire forcément un peu de mal-être, ou en tout cas pas d'épanouissement particulier. Le nuage de mots, je trouve ça intéressant parce que ça fait également, alors je vous laisserai l'arpenter, il y a des mots qui sont très petits, donc qui ressortent moins dans la littérature, et on se rend compte que on a l'œuvre, le talent, le haut, la carrière, il y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée, et que je n'observe pas du tout avec les athlètes de haut niveau que j'accompagne actuellement et les cadres de haut niveau que j'accompagne actuellement. Il y a quelque chose dans la carrière d'un sportif qui va d'échéance en échéance. Il n'y a pas forcément cette vision stratégique à long terme, et je dirais que c'est presque un bonheur partagé avec l'entreprise, ou dans la quête de sens des gens que j'accompagne également dans le cadre de l'entreprise, il y a ce manque de vision stratégique, ce manque de vision à long terme. Et pourtant, pour le sportif, dans la construction de ses objectifs de performance, il y a un objectif qui est éloigné au départ du processus de progression. Avant d'avancer encore un peu, cette question se pose, qu'est-ce qu'un sport ? Alors, dans les années 80, il y a une enquête de l'INSEE qui était sortie, et où on questionnait les Français sur leur rapport au sport. Et finalement, ils se sont rendus compte que c'était très difficile de qualifier un sport. Les gens parlent de sport sans vraiment savoir de quoi on parle exactement. Alors, ils avaient résumé finalement en disant quand vous parlez de sport, vous parlez de ce que vous faites quand vous dites que vous faites du sport. Je vous laisse réfléchir là-dessus, vous avez 2 minutes. Au final, dans le monde universitaire STAPS, globalement, et dans les milieux de réflexion autour des CREPS et du Grand INSEP, on peut croire qu'il y a également beaucoup de batailles pour savoir définir ce qu'est un sport. On a parlé tout à l'heure dans la vidéo de jeu, on a parlé de sport, on parle aujourd'hui d'activité physique également. Alors qu'est-ce qu'un sport ? Ce qu'en dit Larousse, c'est mon référent, celui-ci. Une activité physique visant à améliorer sa condition physique. Je vous invite à garder dans un coin de tête l'idée de condition physique et d'amélioration de la condition physique. Et l'ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeu, individuel ou collectif, réapparition du jeu, donnant généralement lieu à compétition, autre valeur prégnante également dans le milieu sportif, et pratiqués en observant certaines règles précises. On parle de code, on parle de règles, on parle de conditions physiques, de compétition, de gagnants et de perdants. Donc je vais essayer de vous faire
le plus rapidement possible, de manière la moins fatigante possible, un balayage rapide du champ sportif. Je pars globalement des premiers Jeux Olympiques qui ont commencé en 800 avant Jésus-Christ. Donc la pratique sportive est antique. Et il y avait d'autres sans doute pratiquées auparavant, mais en tout cas, celle qui a retenu l'attention de la plupart des historiens, c'est l'apparition des Jeux Olympiques. Avec des activités simples, basiques, comme on dit dans le milieu du sport, courir, sauter, lancer, affronter, et on y ajoutait également des épreuves hippiques. Dans ces épreuves, alors d'ailleurs je vous parle de sauter, à l'époque sauter n'existait pas, on parlait de lancer de corps, juste pour information. On lançait son corps en hauteur, il y avait différents types d'épreuves, et on avait des épreuves également en armes, le saut en armes avec un bouclier et une épée. On avait les épreuves d'affrontement, dont le fameux pugilat, et les épreuves hippiques, donc, qui se faisaient autour de cette grande arène qu'on peut voir dans l'image en bas à gauche. Des épreuves hippiques, si vous avez regardé Ben Hur, qui n'est pas un documentaire, je le rappelle, mais on imagine que ça se passait comme ça, quelque chose tout de même assez violent. Alors dans ces Jeux Olympiques, ce qui était intéressant, c'est que c'était des jeux qui étaient à connotation religieuse. En tout cas, on cherchait à accéder au divin, on se rapprochait du divin. Si on va par là, d'ailleurs, le site d'Olympie était initié en hommage par Héraclès, donc le Hercule grec, après ses 12 travaux. Il y avait la volonté de se rapprocher de l'image du dieu. Il y avait dans la culture grecque les demi-dieux, ces hybrides entre les dieux et les hommes, et cette passerelle possible d'essayer de se rapprocher du dieu. Donc une volonté de s'améliorer, de montrer le meilleur de soi. Je voulais supprimer cette vidéo, donc une autre retranscription historique dans Astérix, où on peut voir la salle d'entraînement des athlètes grecs. Et pendant ce temps, dans la Rome antique, on était dans une logique de pain du pain et des jeux, panem et circenses. C'était les Romains avaient compris très tôt que pour canaliser un empire grandissant, il fallait canaliser la violence. Et ces jeux étaient donc axés essentiellement sur une manière d'un exutoire de la violence. Et c'était des jeux extrêmement violents. Alors on les appelle jeux aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ceux qui étaient dans les arènes à ce moment-là jouaient vraiment et prenaient du plaisir, comme on en parlait tout à l'heure, à jouer. Il y avait quelque chose dans l'affrontement, mais qui était toujours en rapport avec le divin. Ce que le breton appelle, qui s'appelle l'ordalie, donc le jugement divin. Sortir de l'arène vivant, c'était quelque part avoir défié les dieux, c'était avoir défié la limite entre la vie et la mort, et c'était donc développer un charisme et une aura, et ces jeux pour les spectateurs étaient également une manière de canaliser leur propre violence. Est-ce que cette image vous dit quelque chose ? Là, on a fait un bond dans le temps. Nous sommes à une époque beaucoup plus proche de nous. C'est une image d'un jeu qui s'appelle La Soule. Donc La Soule, si vous n'avez pas vu le film avec Richard Bohringer dans les années 80, je vous invite à le regarder. La Soule était un jeu traditionnel qui se jouait dans le nord de la France, région normande si je ne m'abuse, et qui consistait à l'opposition de deux camps, donc qui n'était absolument pas marqué par des chasubles ni identifiés, autour d'une vessie en peau. Et il s'agissait de ramener cette vessie dans son village. Et il y avait une forme de paix sociale qui était instaurée tous les ans autour de ce jeu. Pas de terrain. La vessie était déposée au milieu d'un champ entre les villages et tous les coups étaient permis. Ça dégénérait très rapidement. On avait des blessés pour l'année et parfois même des élus qui manquaient à l'appel à la fin du jeu. Et puis, comme l'a dit Dominique, on a évolué au fur et à mesure vers la notion de sport, en codifiant et en instaurant ces règles. Des règles qui étaient censées justement instaurer une sécurité dans la pratique. Donc on a parlé du rugby tout à l'heure, effectivement Thomas Arnold était un universitaire, mais également on se rend compte que dans la plupart des sports modernes, qui sont issus de ces jeux traditionnels, il y a également toujours cette connotation religieuse. Thomas Arnold était pasteur, et, enfin en tout cas, pas pasteur, pardon, il était chrétien. C'est plus tard que je parlerai du pasteur. Thomas Arnold était chrétien et il avait cette volonté globalement d'apporter un respect du corps, de l'intégrité dans la pratique du sport, du rugby. Donc il avait créé l'université de rugby. On est toujours dans un défi physique, notamment si on parle de rugby. Il y a une idée qui fait partie du langage courant dans ce sport, de conquête de territoire et de défi physique. Il y a quelque chose dans l'organisation également qui a été voulu, qui était très méthodique et stratégique, presque militaire. Et je reprendrai également cette citation de Jim Naismith, qui dit « Le basketball n'a pas été inventé par accident, il s'est développé pour répondre à un besoin ».
Et c'est en ça que je voudrais souligner la richesse globalement du monde sportif. Chaque activité sportive aura sa logique intrinsèque. Pour parler rapidement de la création du basketball, James Naismith, c'est lui le pasteur, qui travaillait donc qui était prof d'éducation physique et qui, dans une région extrêmement pluvieuse des États-Unis, et qui cherchait à maintenir un jeu d'équipe qui puisse permettre la cohésion de ses élèves, malgré l'appui en salle. Et donc il a créé le basket. On dirait le basket, en quoi est-ce que c'est différent du rugby? C'est pour ça que quand j'entends dire que le jargon universitaire sur les sports est beaucoup trop tiré par les cheveux, je dirais il a sa fonction également. Entre le rugby, où on a un contact physique, où on a une logique de pénétrer dans le camp adversaire, de l'adverse, et de venir aplatir derrière une ligne d'en but. Et la logique du basketball, où le défi physique n'est pas présent. On n'a pas droit au contact physique. On ne peut pas toucher un joueur qui n'est pas porteur du ballon. Et la logique de la cible horizontale du basket. Tout simplement parce qu'à l'époque, quand Jim Naismith crée le basketball, on n'a pas de dribble, on n'a pas le droit de marcher avec la balle, il faut faire de la passe. Donc on est sur une interaction avec les membres de son équipe. Et la cible est horizontale de façon à ne pas développer les qualités de force physique, ne pas défoncer le camp de mon adversaire, mais plutôt les habilités motrices. Et donc là, on est sur un jeu qui, à l'origine, était mixte. Quand Jim Naismith crée le basketball, le basketball est mixte. Les femmes peuvent participer. Ce qui est avant-gardiste, puisqu'on parlera plus tard de la position de la femme dans les valeurs du sport. Tout un programme également. Donc, quand on parle aujourd'hui en entreprise, quand je vois des cabinets aujourd'hui qui interviennent dans les entreprises en prenant les valeurs du sport, j'ai envie de dire, éclairons un peu justement ces valeurs du sport. De quoi parle-t-on et de quelle activité physique parle-t-on? Toutes les activités physiques ne vont pas porter les mêmes valeurs, tous les sports ne vont pas porter les mêmes valeurs, et donc du coup, il est peut-être intéressant de se questionner sur ce qu'on veut transmettre. Hygiénisme ou eugénisme? Ça, c'est un vaste débat qui tiraille le monde sportif depuis très longtemps. Aujourd'hui, on nous dit le sport est bon pour la santé. Je dirais le sport, pourquoi pas, l'activité physique, très certainement, le sport de haut niveau, certainement pas. Aujourd'hui, la plupart des athlètes de haut niveau sont des gens qui sont, on va dire, qui dégradent leur état physique par leur pratique. C'est extrêmement, enfin, entre les charges, les répétitions, les charges d'entraînement, les pratiques, voilà, il y a un vrai dégât, il y a un consensus qui se fait aujourd'hui, y compris au sein de l'INSEP, qui est le temple quand même du sport de haut niveau, où on consent qu'il est de plus en plus important de faire attention justement à cette approche hygiéniste du sport. Et l'eugénisme, alors qui a connu son paroxysme aux Jeux Olympiques de 1936 sous Hitler, où Hitler était très fier de montrer justement l'Allemagne a écrasé les autres nations à l'occasion de ces Jeux Olympiques, et était très fier de montrer le niveau de sa nation. L'eugénisme, c'est l'amélioration de l'espèce. Et quelque part, ce qui a été dit également dans le teaser que je vous ai montré tout à l'heure, par le sport et la compétition, on cherche à identifier le meilleur. Et l'eugénisme s'est fondé, bien malgré lui, sur les travaux de Darwin. Quelque part, l'eugénisme, c'est l'histoire de la vie. Dans notre histoire de reproduction, dans notre histoire de perpétuation de l'espèce, on se reproduit avec les meilleurs. Les eugénistes se sont basés sur les travaux de Darwin, entre autres, et ensuite d'autres ont repris le flambeau avec à chaque fois, et ça il faut clairement l'identifier, une notion extrêmement raciste dans la notion d'eugénisme. Mais la base a été sur les travaux de Darwin, et notamment sur le principe de la meute de loups. Les loups ont une forme de compétition entre eux, notamment les mâles, qui s'affrontent pour définir, il y a d'autres espèces qui fonctionnent sur le même principe, pour définir le plus fort, le plus apte à se reproduire, celui qui dispose du meilleur patrimoine puisque c'est le plus fort. Et celui-là aura la main mise sur l'ensemble des femelles de la meute, en attendant qu'un autre vienne le défier et se montre meilleur que lui. Cette notion d'eugénisme, quelque part, il faut aussi la questionner dans notre manière de pratiquer le sport. Pourquoi fait-on du sport aujourd'hui ? On ne parle plus d'eugénisme, en tout cas très difficilement, c'est quelque chose qui est politiquement peu acceptable, mais qui reste quand même en filigrane derrière certains modes de pratique. Les Jeux Olympiques modernes, pourquoi l'hygiénisme et l'eugénisme ? Parce que quand on parle des Jeux Olympiques, on parle de ce monsieur, que vous connaissez très certainement, Pierre de Coubertin, donc le baron Pierre de Coubertin, qui a relancé les Jeux Olympiques en 1896. Là, vous avez le premier CIO,
Voilà, en photo. Pierre de Coubertin est le 4e à gauche, en partant de la droite, avec son chapeau haut de forme et sa grande moustache. Et vous remarquerez la présence dans ce CIO international de militaires. Il y a toujours cette logique militaire d'entretenir. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de revenir sur cette date-là ? 1896, on est après la défaite express de 1870. La France a été humiliée par son opposant. Et on cherche justement à revitaliser quelque part, redonner un petit peu de l'honneur à notre condition de combattant. Dans les écoles, on commence à enseigner la méthode Amoros, d'éducation physique. La méthode Amoros est un militaire, et on est dans une logique de préparation au combat. Et Pierre de Coubertin a cette citation qui est très connue. L'important de ces Olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part. Résumé aujourd'hui par la plupart des commentateurs, l'important n'est pas de gagner mais de participer, certes. Alors je dirais, c'est facile, comme le disait Dominique tout à l'heure, c'est facile effectivement, pour s'entraîner à devenir le meilleur, il faut du temps. 1896, la semaine de travail est d'environ 50 heures, avec je ne crois pas encore 2 jours de repos votés. Et évidemment, qui a l'opportunité de s'entraîner ? Ce sont les aristocrates. Donc, quelque part, on est encore dans cette vision eugéniste, élitiste, si elle n'est pas eugéniste, de l'activité physique et du sport. Pierre de Coubertin, c'est un modèle. Il a des stades à son nom, il a des écoles, des salles qui portent le nom de Pierre de Coubertin. Et on connaît moins la deuxième citation fameuse de Pierre de Coubertin, « Les Jeux Olympiques ne seront pas des Jeux de femelles ». Alors maintenant, j'aimerais qu'on se questionne, quand on parle de sport, sur le rôle de la femme dans le sport. Comme ça a été très bien dit dans la vidéo tout à l'heure, il y a une logique d'affrontement dans le sport, il y a une logique de déterminer qui est le meilleur. Et systématiquement, au cours de l'histoire des Jeux, les femmes ont été tenues à l'écart de ça. On leur a autorisé, à plusieurs époques de l'histoire, des jeux. Elles pouvaient taper dans un volant, dans un jardin, mais il n'y avait pas de terrain, il y avait peut-être un filet si elles le souhaitaient. En tout cas, n'étaient pas tenues de s'entraîner pour ça. Donc le sujet du sport et de la mixité, je vous ai mis une photo qui est revenue dernièrement sur devant de la scène de Catherine Switzer, qui est la première femme à avoir osé courir un marathon en 1974. Vous la voyez en train de se faire violenter, car hors de question qu'elle ait défié des hommes sur le terrain du sport, et on essaie de la dissuader de pratiquer et de courir. Notez que depuis, les femmes peuvent courir, mais ça a été le fruit d'un long combat. Et en parallèle des Jeux Olympiques de 1896, donc les femmes étaient exclues de cette pratique-là, essentiellement militaire et aristocratique. Et dans les années 20, des femmes, des athlètes, de jeunes athlètes, ont créé en parallèle les Jeux des rats, pour dire réservés aux femmes. Elles avaient quelques disciplines qu'on les autorisait malgré tout à bien vouloir pratiquer. Et notamment sur les Jeux des rats dans les années 30, on les a autorisés pour la première fois à courir le 800 mètres. Donc je vous laisse imaginer, des femmes à l'époque qui couraient le 800 mètres couraient essentiellement en jupe longue, et cette épreuve n'a eu lieu qu'une seule fois, parce que c'était jugé disgracieux et déshonorant pour les femmes de les voir courir une telle distance puisqu'elles peinaient. Donc les femmes étaient dispensées d'efforts. Et puisqu'on parle des Jeux des rats, je me suis questionné un peu sur qui est Héra. Et donc Héra, c'est la fille de Chronos, donc le temps. Elle a été avalée par son père à la naissance. Soit. Elle a été libérée ensuite par son frère Zeus, qu'elle a épousé. Alors je me questionne, on me dira, le temps nous mange tous, mais pourquoi n'a-t-il pas mangé de Zeus, Chronos ? Pourquoi Héra ? Bon, soit. C'est la protectrice des femmes, donc effectivement, le fait qu'on appelle les Jeux des rats prend sa dimension, et déesse du mariage, gardienne du couple et des femmes en couche. Même dans les Jeux des rats, on se rend compte que Héra a quand même eu une destinée condamnée, enfin pas condamnée, mais à épouser son frère après avoir été avalée par son père. Dieu merci, il ne l'a pas mâché à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle du champ sportif, et y compris cette notion de la mixité dans le sport, quand on voit de grands événements sportifs à la télévision aujourd'hui, régulièrement, sans vouloir taper dans le cliché, on voit les femmes lever les pancartes en disant « Ah non, pas encore la Coupe du Monde, il y en a assez ». Effectivement, cette logique de confrontation, de hiérarchisation concerne moins les femmes, puisqu'elles ont été tenues à l'écart de cette démarche-là pendant des années. Aujourd'hui, depuis 1980, les femmes font partie des Jeux Olympiques, parce qu'en 1980, effectivement, on a décrété que le sport était bon pour la santé. Donc ça aurait été dommage de laisser les femmes en dehors de cette logique-là. Mais questionnons aussi, nous, comme spectateurs. Aujourd'hui, moi, je suis toujours surpris de voir, par exemple, dans le milieu de la boxe, vous avez un champion qui arrive sur le ring, 50 combats, 49 victoires, dont 24 par KO.
comme si ça avait une forme d'importance, comme si cette violence-là était, ce gars-là écrase ses adversaires, il les fait tomber dans les pommes, en leur infligeant des séquelles irréversibles pour la plupart. Questionnons-nous aussi sur notre manière de regarder le sport. Le sport concerne à peu près tout le monde aujourd'hui, et est-ce qu'une course, un sprint qui se courrait en 15 secondes intéresserait quelqu'un aujourd'hui? Est-ce qu'un match de tennis où les joueurs ne vont pas au bout de la douleur intéresserait également aujourd'hui? Et replongeons-nous dans le modèle de la Rome antique, des jeux et du pain. Moi j'ai été surpris en me questionnant, moi-même, sur ce sujet, de me rendre compte qu'un de mes plus beaux souvenirs, par exemple de tennis, qui est un sport aristocratique, on ne se touche pas, espace non interpénétré, un des plus beaux souvenirs, c'était la victoire de Jimmy Connors, sa dernière victoire à Roland-Garros, qui n'était pas une victoire, où il est sorti sur civière. Et là, la presse avait été élogieuse en se disant Jimmy Connors, quarantenaire, qui finit à 1-7 partout et qui marque un jeu de plus que son adversaire dans le troisième set, et qui finit sur civière après cet exploit. Et quelque part, cette notion de dépassement dont on est spectateur, en quoi elle nous nourrit et en quoi sommes-nous prêts à faire des concessions sur cette violence et sur cette recherche du toujours plus? On parle également de dopage, et le dopage fait partie, je dirais, de plus en plus du monde de l'entreprise également. Pas forcément sur un dopage qui améliore les performances, mais en tout cas, on se rend compte que de plus en plus de gens dans l'entreprise sont capables, je ne parle pas des salles de trading où on sait que la cocaïne fait partie du jeu pour se doper et être vigilant, mais également dans notre prise de vitamines, dans notre prise de substances qui amènent à rester au niveau de nos performances. Et dans le milieu du sport, c'est encore plus exacerbé, puisque le dopage, il ne faut pas se leurrer, fait aujourd'hui partie du cursus d'un athlète de haut niveau. S'il n'en prend pas, il sera approché. Et cette droiture dont l'athlète peut faire preuve au moment de prendre le produit, lui portera préjudice quoi qu'il arrive. Dans mon travail au sein du comité éthique et sport, quand on veille sur les maltraitances, la maltraitance institutionnelle, la maltraitance d'équipe fait aussi partie du parcours d'un athlète de haut niveau. Au-delà de la violence intrinsèque de l'activité qui est plus ou moins codifiée. Pour vous parler par exemple de violence codifiée ou d'agressivité codifiée dans une pratique physique, dans un sport, je suis issu du milieu de l'escalade. Donc un rapport au corps, on va dire, j'agis seul face à mon élément, et un rapport à la douleur. Du moins c'est ce que j'imaginais. Parce qu'effectivement, rapidement, on s'écaille les doigts, on a les muscles qui tétanisent. Et pour travailler ma condition physique, j'ai voulu me mettre au water polo. En disant, les activités nautiques permettent de développer la capacité respiratoire, encore après 25 ans. Il y a énormément de vertus à travailler de bonus à travailler dans l'eau. Et je me suis mis au water polo. Et je vais juste vous raconter cette petite anecdote. J'avais pratiqué dans le cadre de la fac de sport plusieurs activités physiques, et au cours de l'entraînement, je me retrouve à un moment donné tout seul avec le ballon, dans l'eau, face à mon gardien, enfin au gardien où je devais marquer. Donc je lève le main, je fixe, je fais mon rétropédalage qui m'épuise, je tire, je marque le but, je me retourne l'œil vif vers mon entraîneur qui me dit « Non, non, non !» Je cherche à comprendre, et là il me dit « Tu attends le retour du premier défenseur, tu l'attrapes par le maillot, tu poses le pied sur la cuisse, coup de pied, ciseaux, ciseaux, et là tu marques le but. » Au water polo, tout ce qui se passe sous l'eau n'est pas sifflé. Donc c'est pas le sport le plus médiatique, mais cette violence, cette agressivité, elle fait partie du sport et elle est intégrée également par nombre de sportifs. Quand on parle de violence également dans le milieu du sport, il faut savoir qu'on assiste aux grandes arènes sportives, mais on ne voit pas ce qui se passe off, en coulisses. Une piste d'athlétisme, vous avez la piste de chauffe. Vous n'imaginez pas le nombre de sales coups qui peut se faire dans une piste de chauffe. Un athlète ne laisse pas traîner sa gourde ou ses chaussures. On peut lui prendre. Quand j'ai entraîné mes jeunes en escalade, vous avez le sac à magnésie qui vous sert à assécher les mains. Donc en période de stress, vous avez intérêt à les assécher, ces mains. Chez les cadets, on assistait déjà à des vols de sac à pof, de sac à magnésie, pour que justement le jeune qui était potentiellement sur le podium soit handicapé. Il y a cet éloge quelque part, alors ça donnait lieu à un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle L'éloge du mauvais geste. Et quelque part, ce mauvais geste, cette violence, ce coup bas, il fait aussi partie de la logique sportive. Le football, par exemple, avec l'attentat de Schumacher sur le gardien français dans les années 70, fait partie de ces gestes-là. Donc, il est important aussi
de nous questionner. Je trouve que la photo est assez parlante avec ces gens qui n'ont pas de regard en fait et qui reçoivent l'information. C'est un cinéma des années 60, première retranscription en 3D, mais sur ce que nous recherchons dans le sport et ce que nous observons. Et pour reprendre globalement, pour aborder l'aspect sociétal du sport, Isabelle Carval donc, avait dit « Le sport de niveau est une éprouvette dans laquelle on peut observer des phénomènes sociaux ». Et dernièrement, j'ai relu un livre de Philippe Simoneau qui s'appelle Homo Sportivus, qu'il avait écrit à l'époque à l'occasion des JO de Séoul, et qui disait c'était les premiers jeux qui étaient assassinés sous le poids des sponsors, l'apparition de l'argent dans le sport. Et lui défiait cela en disant ce n'est pas l'argent qui a pénétré le sport, c'est le sport qui a pénétré l'argent. Et Isabelle Carval va également dans le même sens en disant c'est plus les valeurs sportives, cette logique de compétition permanente et de hiérarchisation qui a construit la société et aujourd'hui le monde de l'entreprise et le monde du travail dans lequel nous évoluons. Alors, autant un athlète de haut niveau, comme la plupart de ceux que j'accompagne, sont éclairés sur cette logique-là puisqu'ils y adhèrent et qu'ils la valident. Aujourd'hui, il est important, je dirais, d'éclairer, ou en tout cas d'alimenter la réflexion sur cette logique de compétition permanente et la violence intrinsèque qui en découle. Quand on parle de sport et de société, je me suis également livré, puisque c'est une éprouvette sociale, à cette comparaison entre cette photo donc, de l'équipe de France de 1998, la fameuse Black Blamber, et l'équipe d'Allemagne. Pourquoi est-ce que je vous souligne ces deux images? Parce que j'ai assisté à un débat lunaire dernièrement, à la télévision, par des gens donc, qui viennent pareil, distiller leur science du sport. Je ne prétends pas avoir la science du sport, mais en tout cas je la questionne. Et qui disait il y a quand même beaucoup moins d'immigrés en Allemagne qu'en France. C'est quand même un problème, tous ces immigrés. Alors ça alimente une forme de racisme latent, encore une fois. Et je dirais juste, j'ai choisi ces deux photos parce que là, moi, je vais vous parler de minorité ou en tout cas d'immigration visible ou invisible, et qui correspond également à une forme d'histoire de chaque nation. La France a colonisé, il y a eu des colonies en Afrique, il y a des colonies, des territoires maintenant outre-mer, guadeloupéens, ou Martinique ou autre, enfin Guyane. Et l'Allemagne a également une migration et qui est plus d'ordre invisible, puisque là sur la photo vous avez un homme d'origine turque, vous avez un homme d'origine polonaise, et ainsi de suite. Donc les migrations ne sont pas les mêmes. Par contre, cette mixité sociale et qui est représentée par ces images, elle a également son intérêt, parce qu'elle fait évoluer le sport. Et je dirais que cette évolution, c'est le propre du sport, et c'est ce qui rend les pratiques intéressantes, c'est que chaque appropriation par une culture qui n'a pas accès à ce sport initialement va permettre une mutation et une évolution de ce sport. Alors on parle d'appropriation culturelle. Par exemple, le rugby, créé dans les années 1870 par Thomas Arnold, enseignant chrétien dans une université anglaise, avec une logique très militaire, très également religieuse dans l'organisation. Les Anglais ont colonisé l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et ce sport s'est pratiqué avec les colons, puis a été proposé aux autochtones. Et regardez aujourd'hui le sport néo-zélandais, le rugby néo-zélandais. Là, c'est une révolution. Regardez les premiers matchs qui ont eu lieu entre les Anglais et les Néo-Zélandais. On avait des Anglais très militaires, qui avaient tendance à bloquer la ligne d'attaquant, à avoir le ballon en arrière et à dropper, à essayer de passer des pénalités 2 points par 2 points. Quelque chose de très méthodique. Et on a vu ces espèces d'énormes hommes véloces, forts et véloces, qui arrivaient et que dans le monde du rugby on appelle régulièrement les tours à la baffe. C'est des gens qui courent, qui pèsent 100 kg, qui font le 100 mètres en 11 secondes sur de l'herbe, avec des crampons aux pieds, et qui ne sont arrêtés par rien. Donc cette appropriation culturelle fait aussi évoluer aujourd'hui les pratiques sportives. Et c'est ce qui fait qu'elle ne se sclérose pas et qu'elle reste encore intéressante à exploiter. Aujourd'hui, vous voulez faire du sport, vous n'avez jamais fait du sport, quelque part votre pratique du football sera une mutation de ce football tel qu'il est pratiqué institutionnellement dans les grandes organisations. Alors, pour vous illustrer cette appropriation culturelle, je vous laisse trouver un titre pour cette photo. C'est le foot italien, j'ai vu ça. C'est le baby-foot italien, voilà. Donc je trouvais que ça soulignait assez drôlement la logique de l'appropriation culturelle. En sociologie du sport, on a eu
énormément de gens qui sont questionnés sur les pratiques sportives, et je dirais que indirectement Pierre Bourdieu, avec sa notion d'habitus, et Christian Possiello, qui a rebondi également dessus, qui s'inspirait de Bourdieu pour son évolution, ont apporté un champ également sur les valeurs sportives, et comme quoi chaque sport est marqué culturellement. Christian Possiello avait sorti ce schéma donc, qui reprend les deux axes, un vertical, un horizontal, un peu comme le faisait Bourdieu avec son capital culturel et son capital financier. Donc sur les sports informationnels et les sports énergétiques, sur l'axe vertical, et la force et la grâce à l'opposé sur l'axe horizontal. Et donc là c'est une petite vision de sa répartition, et de voir que tous les sports n'ont pas la même logique intrinsèque également. Un haltérophile n'a pas grand-chose à voir avec un danseur, si on prend les deux axes les plus opposés. Au même titre que les qualités nécessaires pour devenir un bon navigateur ne sont pas celles qu'on demande pour être un bon lutteur. Donc il est vraiment question de compétences et de spécificité de ressources. Le volume plus avancé des travaux de Possiello croisés à Bourdieu donne une répartition globalement des pratiques sportives en fonction du capital culturel et économique et du capital, le capital culturel et du capital économique, pardon. Et donc on va se rendre compte qu'en fonction de son habitus, du berceau culturel dans lequel j'ai baigné tout au long de ma vie, je n'aurai pas le même engouement pour la même pratique sportive que quelqu'un d'autre. Le directeur de la fac de sport où j'ai fait mes études et où j'ai travaillé par la suite en a été un exemple assez criant, en essayant de rompre justement avec son habitus. Issu du milieu ouvrier, il a passé ses diplômes d'enseignant, puis est devenu agrégé et avait intégré la fac, enfin à l'époque les universités du sport à Marseille, avec une spécialisation dans le football. Puis au fur et à mesure donc certifié, agrégé, puis directeur du FR. Et là, il s'est retrouvé complètement chamboulé, ça a créé un vrai mal-être chez lui, donc il n'hésitait pas à parler, parce qu'il a fallu qu'il se mette au golf. S'il voulait effectivement continuer à échanger avec les notables de l'université, il fallait qu'il se mette au golf. Et c'était une vraie violence pour lui, parce qu'il n'était pas prêt à ça, ça ne correspondait pas à sa notion du sport et à son berceau culturel. Bon, depuis, il a bien fait retard, il s'est bien remis. Pour continuer, j'aimerais maintenant vous faire un partage d'expérience sur le sport de haut niveau. On parle de performance également dans l'entreprise, on essaie de calquer l'entreprise ou la logique individuelle sur le sport de haut niveau. Alors le sport de haut niveau, c'est une vitrine, même dans l'organisation du sport en France. Quand vous rentrez dans un petit club, quelque part, la plupart des jeunes qui rentrent dans un club de foot, dans un club de rugby, n'ont qu'une envie, en tout cas n'y vont pas la plupart du temps pour se blesser et rentrer chez eux la queue entre les jambes, mais plutôt pour essayer d'accéder à l'image des grands de leur sport. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie la quête obsessionnelle de la réussite. Observez la plupart des enfants qui sont dans des clubs sportifs, il n'est pas rare de voir au-dessus de leur lit le poster de leur footballeur préféré ou de leur idole préférée. Dernièrement, j'ai été contacté pour accompagner un jeune de 11 ans qui veut devenir triathlète, qui est déjà triathlète, et qui veut participer aux Jeux Olympiques de 2024. Cette quête obsessionnelle de la réussite, elle est là. Nul doute qu'il va falloir l'accompagner pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Mais les parents seront très fiers de ça, parce que quelque part, dans leur institution, sont les valeurs, quelque part, de combativité, d'engagement, d'implication qu'on a transmis à notre enfant et qui transpire maintenant par sa volonté de devenir champion olympique. Une chose qu'on pratique régulièrement dans le sport et que je ne vois nulle part ailleurs, c'est l'entraînement. Si on veut devenir performant, on se donne les moyens d'arriver à son niveau de performance. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, je ne crois pas qu'il y ait de séances d'entraînement pour réussir dans sa fonction. L'entraînement, il est nécessairement adapté à l'athlète. Deux athlètes n'auront pas le même plan d'entraînement. Il est progressif, réaliste et programmé. Programmé mais souple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le réaménager au fur et à mesure de l'évolution des performances. L'entraînement, dans sa logique intrinsèque également, c'est une suite programmée de situations sans enjeu autre que la progression de l'athlète. Aujourd'hui, si on continue le parallèle entre l'entreprise et le sport, le contrat entre un athlète et son entraîneur, il est très simple. L'entraîneur est là pour faire progresser son athlète.
Dans l'entreprise, j'ai pas entendu parler de managers-entraîneurs qui ont ce deal-là avec leurs employés. Et si l'athlète, à un moment donné, arrive à un niveau, à un seuil de progression avec son entraîneur, il change d'entraîneur. Alors après, ça crée plus ou moins de scandales. Si vous regardez, par exemple, ceux qui partent maintenant s'entraîner aux États-Unis, notamment dans le cas du tennis, Marie-Jo Perret qui s'est séparée de son entraîneur, ça a été également un scandale intégral. Mais le deal, le contrat entre l'entraîneur et l'entraîné était là. Fais-moi progresser. Et quand j'arriverai à mon seuil de progression, il sera toujours temps de renégocier les clauses de notre contrat. Dans le cadre de l'entreprise, c'est quelque chose qui n'a pas lieu. Et l'entraînement et ce contrat de progression. Cette courbe, donc, qui a été faite par Korobkov en 1959 sur le travail musculaire, mais qui trouve également des applications de plus en plus dans d'autres domaines de la préparation des athlètes, montre une schématisation, une formalisation de ce qui est le phénomène de progression. Sur la phase 1 de cette courbe, vous avez la phase de travail. Donc on part à l'intersection des deux axes. À un niveau donné, on va faire un travail musculaire ou de préparation qui va amener une fatigue et une dégradation des capacités. Lors de la phase 2, dite de récupération, le capital va se reconstituer et en prévision d'une autre charge de travail, va se reconstituer, comme il est dit à la phase 3, en surcompensant. On va améliorer légèrement les capacités. C'est également valable sur le plan cognitif. Lorsque vous traitez un grand nombre d'informations, vous créez de nouveaux ponts neuronaux. Ces ponts neuronaux, il va falloir demande de l'énergie pour se construire, et il va falloir observer cette phase de récupération, ce temps de récupération, pour stabiliser les effets et ensuite pouvoir continuer à progresser. Vous voyez après la phase 3 que si on laisse l'état tel quel sans refournir de travail, on revient à un niveau inférieur pour revenir à égalité par rapport à ce qu'était le niveau initial. Donc tout un cursus d'entraînement va consister à enchaîner ces progressions. Donc c'est un timing bien particulier que l'entraîneur doit observer avec son athlète. Donc c'est un vrai travail d'écoute pour savoir où l'athlète en est en termes de sensations sur sa progression. Et je dirais que quand on arrive au sommet de la progression, si le calibrage du plan d'entraînement est bien fait, on arrive au moment où l'athlète doit performer. Tout ce qui est avant ne tient pas nécessairement à réussite. C'est une phase de construction des capacités, des habilités à performer, à mobiliser ses ressources. C'est un travail sur chaque ressource. Aujourd'hui, quel autre domaine que le sport de haut niveau, ou le sport en règle générale, permet cette phase où on n'attend rien de la personne, si ce n'est cette performance finale, et tout le reste n'est qu'apprentissage et progression. Si on veut effectivement faire s'imprégner l'entreprise des valeurs sportives, je pense que le premier pas serait déjà de se poser la question de ce qu'est un entraînement et dans quelle mesure on peut l'intégrer. Est-il intégrable aujourd'hui si en tant qu'employé dans une entreprise, mon objectif est de faire plus 10% à la fin de l'année, est-ce que le moins 3% que je fais au mois de mars doit être pénalisé comme c'est fait actuellement dans l'entreprise? Mensuellement, votre bonus, vous ne l'avez pas si vous faites moins que l'année dernière. Par contre, à la fin de l'année, la performance sera là. Mais on va avoir toujours ce curseur, ce jugement sur la progression, qui n'a pas lieu nécessairement dans le monde sportif. Alors, là encore, je questionne les spectateurs. Quand vous regardez un événement sportif, nombre sur les commentaires sur « Oh là là, lui là, c'est plutôt la fin de sa carrière parce qu'il est vraiment pas au rendez-vous. » Oui, mais sauf que là, on est sur un championnat d'Europe et lui, son objectif, c'est champion du monde. Donc quelque part, ce championnat d'Europe, s'il réussit, ça fait partie des objectifs, tant mieux. Mais par contre, son objectif final, c'est champion du monde. Et vous regarderez notamment le nombre d'équipes, c'est assez criant sur des tournois de football comme la Coupe du Monde, qui dure un mois, et en un mois, on a encore cette phase de progression. Le nombre d'équipes qui commencent sur les poules éliminatoires en traînant des pieds, l'Espagne, sur une des dernières Coupes du Monde, avait commencé de manière très très mitigée la compétition. Alors voilà, à mon avis, l'Espagne ne va pas regagner cette année. Au final, ils ont été champions du monde. Pourquoi? Parce que leur progression, leur performance, c'était le titre. Les poules, il fallait les assurer, pas forcément les gagner de belle manière. Donc tout ça fait partie du cursus, et c'est toujours soumis à jugement également. Le but de l'entraînement, c'est réduire les incertitudes et anticiper l'aléatoire.
effectivement, le but de l'entraînement, c'est de consolider tout ce que devra réaliser l'athlète le jour de sa performance. Anticiper l'aléatoire, alors ça rentre par pas mal de cursus, mais juste pour réduire les incertitudes. Alors, je suis très content que Jimmy soit là, puisque en tant que coureur, je pense que ce que je vais vous montrer va lui parler. Une des épreuves les plus courtes qui existent dans le monde sportif, c'est l'épreuve du 100 mètres. Il est assez incroyable de voir le nombre de données qu'il faut intégrer pour faire un 100 mètres parfait. Vous connaissez Usain Bolt, une des dernières courses, une des courses qu'il avait opposées à Tyson Gay. Je vous laisse regarder tout simplement. Il ne s'agit que d'un 100 mètres. Vous voyez la complexité, le nombre de données à intégrer pour faire la course parfaite. Avant cette course de Usain Bolt, on pensait que le meilleur chrono serait aux alentours de 9,6. Il descend à 9,58. Il fait plus que la course parfaite. Vous entendez aujourd'hui le commentaire sportif qui va autour. Oui, mais il est grand à quel athlète? Non. Quel travail. Cette conscience du corps pour que chaque mouvement rentre dans le panel exact de ce qu'il faut pour faire la course parfaite. Regardez le nombre de données qu'il a fallu intégrer, ne serait-ce que sur le départ. L'alignement, cheville, hanche, épaule, la foulée, l'espèce de premier pas qu'il fait qui paraît complètement... quand vous regardez cette course au ralenti, qu'est-ce que c'est que ce pas? Ça a une fonction. Raccourcir la course du pied, la route du pied, pour pouvoir avoir le premier appui le plus rapide possible, etc. etc. Et il ne s'agit que d'un 100 mètres. Et là, on n'a pas parlé du nombre de foulées, parce que chaque foulée est calibrée. Usain Bolt commence sa course, il sait exactement le nombre de pas qu'il devra faire. Ça, c'est le travail de l'entraînement. Arriver à cette course parfaite. Donc gérer
toutes les données de la performance pour qu'elles soient intégrées, facilitées et optimisées. Ensuite, dans la préparation de l'aléatoire, il y a cette notion, alors aujourd'hui, qui ne fait pas son apparition. Ça fait déjà longtemps qu'elle a fait son apparition dans le milieu sportif, c'est la préparation mentale. Mens sana in corpore sano, comme si on en a longtemps parlé, l'esprit et le corps étaient différés. Et même moi, je dois avouer que à la question « êtes-vous un corps » ou « avez-vous un corps », j'obtiens des réponses à chaque fois plus surprenantes. Et je suis à chaque fois également surpris de voir des athlètes qui me parlent de leur corps à la troisième personne. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je travaille avec Cécilia Werder, qui est escrimeuse sabreuse, 4e au JO à Rio, et qui me parle de la relation qu'elle entretient avec son épaule. Alors, mon épaule était blessée. Alors, effectivement, en escrime, vous avez un fort poids qui pèse sur l'épaule, qui est très, très mise à l'épreuve, et qui me dit, j'en suis arrivé à un point où je lui parlais à mon épaule et je la maudissais, quoi. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi? On entretient un discours, un rapport avec le corps. Je dirais que la préparation mentale aujourd'hui, telle qu'elle se travaille, va permettre de raccourcir les liens entre le corps et l'esprit. Et je vais vous laisser écouter Martin Fourcade, donc grand champion de biathlon, qui est interviewé par Yves Calvi. C'est l'attente qui a sublimé ses émotions. Ce qui a impressionné, ce sont évidemment vos performances, mais surtout votre capacité à résister à la pression. On a l'impression que vous n'aviez pas peur d'assumer notamment votre statut de favori. Alors où est-ce qu'on trouve cette force, Martin Fourcade? Mais je voulais pas être hypocrite et voilà, avec mon statut c'était compliqué d'arriver au jeu en disant que j'étais outsider et que je me battais pour une médaille si ça voulait sourire. Donc voilà, je crois que outsider on l'est qu'une fois, je l'étais à Vancouver et mon parcours sur les 3 dernières années m'a poussé à arriver au jeu en tant que favori, et c'était aussi moi me mettre dans les meilleures conditions possibles finalement par rapport à ce que les gens pensent, c'est dire voilà, je vais arriver en tant que favori, tout le monde va le prendre comme ça. Oui. Alors toi, il faut que tu te sentes bien dans ce costume-là, sinon ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que ça fait 4 ans que je me mets dans la peau du favori. Bon, donc c'est un costume qui était bien taillé, visiblement. Est-ce que vous vous étiez quand même préparé à l'échec? Je sais que c'est bizarre comme question, mais est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous y êtes préparé? L'échec, non. Je m'étais préparé de rentrer sans titre olympique, parce que je connais le caractère exceptionnel que revêt un titre olympique. Par contre, à aucun moment j'ai imaginé pouvoir rentrer des Jeux olympiques sans médaille, parce que ça aurait voulu dire que j'avais fait une faute quelque part, qu'il y a quelque chose qui n'avait pas marché. Voilà, je crois que j'ai réussi à obtenir un niveau sur les dernières années qui me permettait à 99% rentrer des Jeux olympiques avec une médaille, et après voilà, rêver à plus. Mais voilà, rentrer sans médaille, j'y ai pas pensé une seconde. Et surtout, à aucun moment, j'ai eu peur de ça. C'est, je crois que ce qui a fait la différence sur les courses, nous, on fait un sport où il y a quand même beaucoup de cérébral, notamment au niveau du tir. Et voilà, quand on arrive sur le dernier tir de la poursuite, qu'on sait que si on met les 5 balles, on est champion olympique, il y a deux schémas mentaux qui s'imposent. C'est où j'ai peur de gagner, où j'y vais pour gagner. Et voilà, moi, à aucun moment, je me suis dit, si tu loupes la balle, tu n'es pas champion olympique. Je me suis dit, si tu la mets, tu es champion olympique. Et c'est une dynamique qui est totalement différente. C'est très impressionnant ce que vous êtes en train de nous expliquer, parce que c'est justement la question que j'allais vous poser. C'est comment fait-on pour se concentrer, notamment pour tirer, quand on arrive, alors qu'en fait, on est essoufflé, qu'on vient de faire un effort physique monstrueux. Et ne me répondez pas que c'est l'entraînement. Donc c'est quoi? La volonté de gagner. Voilà, mais c'est vrai que la répétition, ça nous aide à faire. On travaille énormément sur l'entraînement. On travaille des automatismes. Après, techniquement, on a tous le niveau pour réussir le sans faute sur la Coupe du Monde. Et ce qui va faire la différence justement sur des grands championnats, sur des courses importantes, c'est les personnes qui arrivent justement à oublier un peu cette pression-là, à se mettre un peu, à pas penser aux conséquences de nos actes. C'est compliqué de se dire si je mets cette balle, je suis champion olympique. Oui. Parce qu'on sait tout ce qui se passe derrière. Je sais ce que j'ai travaillé pour obtenir ces médailles-là. Et voilà, forcément, je connais tout l'enjeu de cette médaille. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et j'en avais pas peur. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur vous-même pendant ces Jeux de Sotchi, Martin Fourcade? Je pense qu'on apprend un peu tous les jours sur soi-même. Ensuite... Voilà, j'étais fier quand même. Ça peut paraître un peu mégalo de le dire, mais c'est très sain. Mais voilà, je pense que j'ai pas peur de dire quand je suis pas bon, et c'est aussi un plaisir de pouvoir dire qu'on a été bon. Et voilà, je crois que sur ces jeux, je me suis à quelques fois impressionné on parlait de ces derniers tirs de poursuite où il y avait un réel enjeu, une vraie pression. Et en tout cas, moi, je me suis comment dire ça? Je me suis impressionné à réussir ces tirs-là.
Si, l'entraînement a évidemment sa place. Enfin, heureusement qu'il s'est entraîné, Martin Fourcade, parce que ça lui a permis justement de baliser ce qu'il fallait faire, et c'est l'entraînement qui lui a permis mais également cette préparation mentale. Chose intéressante, cette peur de gagner. Et également, ce qu'il évoque à la fin, sur cette capacité à se satisfaire et à se reconnaître une valeur dans ce qu'il a fait. Je ne suis plus, dit-il. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est suffisamment rare, d'être suffisamment objectif vis-à-vis de soi-même pour ne pas être dans soit l'hyper-exigence, soit dans l'hyper-complaisance avec soi-même. Donc cette préparation de Martin Fourcade est un immense champion. Le biathlon avec les capacités énergétiques et cognitives, c'est extrêmement complet. On ne reviendra pas non plus sur l'histoire de cette pratique-là qui est éminemment militaire. Mais en tout cas, quel champion et quelle manière d'aborder les choses et d'en parler de manière extrêmement claire. Donc Martin Fourcade est très encadré sur la préparation mentale. Et il y a cette petite formalisation que je vous montre sur ce qu'est la préparation mentale. Les différents thèmes qui sont abordés dans la préparation mentale. La confiance en soi, l'affirmation de soi, je dirais que c'est le fruit globalement de la construction de l'entraînement, être capable de capitaliser et de sécuriser toutes les réussites qu'on est capable de fournir. La gestion du stress, j'en parlerai tout à l'heure. Quelle situation stressante d'arriver à une compétition où l'échéance est unique. Ça marche, ça passe ou ça casse, dit-on régulièrement. Il faut gérer ce stress avec toutes les incertitudes qui vont autour. L'imagerie mentale, qui est également quelque chose qui est transposable dans le monde courant pour n'importe quel individu, cette capacité à se projeter. C'est-à-dire que la plupart des athlètes qui arrivent à une compétition ne sont pas dans la procrastination de cette échéance. Ils sont au contraire dans l'anticipation maximum. Se donner de la vue à long terme. Donc l'imagerie mentale, c'est cette capacité à imaginer la situation. Regardez par exemple les sports qui sont assez criants pour ça, qui utilisent beaucoup l'imagerie mentale, c'est les descendeurs à ski. Vous les voyez régulièrement en train de se préparer, vous voyez faire des gestes avec leur bâton, où ils imaginent, ils visualisent la piste à descendre et ils sont en train de la répéter. Cette visualisation mentale, cette imagerie mentale, elle est extrêmement intéressante parce qu'on s'est rendu compte dernièrement qu'elle faisait également, au point de vue neuronal, fonctionner les aires motrices du cerveau. Donc, avec cette imagerie mentale, on s'en sert aujourd'hui l'imagerie mentale pour la réathlétisation des sportifs blessés. Pour gagner du temps, on leur fait visualiser. On utilise maintenant même des supports 3D qui leur permettent de bouger. Le discours interne, également une technique qui est employée dans la préparation des sportifs, mais globalement qui n'est pas très assumable en société parce qu'on se parle à soi-même. On risque rapidement de passer pour un malade schizophrène, mais le fait est que c'est un vrai discours. Ce discours doit être éminemment positif. On fait extrêmement attention au champ lexical qu'on utilise et aborder beaucoup d'approches par la positive. C'est pas je vais essayer d'y arriver, l'exemple le plus courant c'est je vais y arriver. Et voilà ce que je vais faire pour y arriver. Et on se parle et on rentre dans une forme d'autoconviction de son potentiel et de sa réussite. Les routines à mettre en place également. Les routines, on parlait souvent de la pub de Zidane avec d'abord la chaussette droite puis la chaussette gauche. Ouais, ça fait partie des routines à un moment donné qui permettent aussi de sécuriser l'athlète et de le mettre dans des conditions. Ça donne lieu parfois à des superstitions de certains athlètes. Je ne parlerai pas du slip fétiche de certains joueurs de baseball, mais voilà, on en est là. Ces routines, elles sont aussi sur le bien-être personnel. Ça peut être des logiques de respiration, ça peut être des logiques d'isolement, de musique. Il y a énormément de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte dans les routines employées. La fixation d'objectifs, quand on parle de performance, on parle d'une performance unique sur un athlète sur une saison. Il aura différentes dates importantes, mais sa performance, son objectif, il reste unique à la fin de la saison. Et il est fixé conjointement avec l'entraîneur. Un peu comme dans une démarche de coaching, il faut que ce soit aussi l'athlète qui soit capable de formaliser son propre niveau de performance. Une performance à l'observation qui a été imposée par une fédération ou par un entraîneur est rarement atteinte parce qu'elle ne nourrit pas justement l'aspect qu'on voit au-dessus de la motivation. Si ça vient de soi, c'est beaucoup plus facile et engageant que si on nous l'impose. Beaucoup plus facile si on impose une performance qui me paraît démesurée, de dire mais tu m'as mal évalué ou évidemment je ne pouvais pas. La motivation, on pourrait passer, je pense, une vie à explorer le processus de motivation. Tout
il y a énormément de travaux qui ont été faits sur la motivation des athlètes. Et la motivation, c'est quelque chose aussi qui nous anime tous les matins pour nous lever, donc il est important de la questionner. Mais encore plus impressionnant, je dirais, dans le monde sportif, parce qu'il y a un aspect sacrificiel dans le sport de haut niveau. Et qu'est-ce qui pousse un athlète à se lever tous les matins pour engranger souffrance, contre-performance, parfois du plaisir? Mais qu'est-ce qui les pousse à se lever et à s'infliger tout ça? Quand on parle de l'INSEP, il y a des jeunes qui sont intégrés à l'INSEP et qui ont entre 14 et 15 ans. C'est le plus jeune. Dans le foot, on recrute à partir de 11 ans. Qu'est-ce qui va faire que ces athlètes vont durer? C'est la motivation. La quête obsessionnelle de la réussite, on en a parlé tout à l'heure, et vouloir ressembler à son idole. Je dirais le jeune Kylian Mbappé qui joue au PSG maintenant avec son idole, s'il n'a pas une autre motivation que de jouer avec son idole, dans 2 ans c'est fini. On aura une star du foot qui aura fini sa carrière à 20 ans. Donc quelle est la motivation? On se rend compte que le processus d'identification de la motivation est extrêmement complexe. La motivation, elle est camouflée, reformatée, reconditionnée pour devenir acceptable. Parce qu'effectivement, dans la pratique physique et dans la motivation, il y a quelque chose de très archaïque, parfois qui répond à des besoins qui sont primaires. Et cette motivation, comment on la fait accoucher? Comment on arrive à la formaliser? Nombre d'athlètes aujourd'hui sont infoutus de vous dire pourquoi ils veulent y aller. Et par contre, ça les mène tous les matins. Donc ce process d'exploration est extrêmement intéressant. Et je dirais qu'il y a, si on veut faire 2 catégories nettes, il y a deux catégories de motivation. La motivation extrinsèque, qui dépend de l'environnement qui est extérieur à l'individu, à l'athlète, et qui est généralement pour faire plaisir à mes parents, pour faire honneur à, voilà. On cherche à faire quelque chose pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et la motivation intrinsèque. Et la motivation intrinsèque, globalement, elle est fournie sur un besoin intérieur, propre, et qui est généralement basé sur le plaisir. Et le fait est qu'il y a une forme de tabou autour du plaisir. Et nous aussi, là encore je questionne le spectateur, on aime bien ces joueurs qui se font plaisir, mais quelque part, s'ils peuvent se faire un peu mal, c'est pas mal. Bon, comment se faire du plaisir en se faisant du mal, je ne sais pas, mais en tout cas, la plupart des grands athlètes sont arrivés à un point où, souvent dans leur carrière, ils demandent à retrouver du plaisir. Novak Djokovic, on a parlé dernièrement, en disant « je voudrais retrouver le plaisir ». Et j'ai apprécié d'ailleurs qu'on verra tout à l'heure dans une coupure de presse, que le journaliste mette des guillemets sur le plaisir. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le plaisir. Pourquoi on lui met des guillemets? Si, c'est le plaisir. Il a besoin de retrouver le goût du jeu, le goût du plaisir. Et la dernière notion qu'il faudrait aborder également et qui est importante dans l'atteinte de la performance, c'est la notion de concentration. La concentration, quand vous arrivez sur une échéance sportive, c'est cette capacité à se focaliser sur un objet unique. Et vous voyez, comme le passage d'un panda vous a complètement délocalisé de ce que je suis en train de vous dire. C'est extrêmement... Vous pouvez y aller, il veut faire des choses extraordinaires ce panda, j'ai beaucoup aimé. Mais il en faut peu pour finalement défocaliser son attention. Et celui-là ne fait pas de bruit. Donc cette concentration, elle se travaille. Comment est-ce que j'arrive finalement à ne pas être perturbé par tous les éléments extérieurs? Arrête, sinon on t'écoute plus. Non, mais là on va arriver sur le meilleur moment quand il se roule dans la neige. Oui, c'est sûr. Je vous enverrai la présentation, vous pourrez la voir. Donc cette concentration extrêmement importante, et il faut la travailler, et on arrive de plus en plus justement à ce bilan dans toutes les préparations qu'on propose aux athlètes, préparateur mental, préparateur physique, coach sportif, de faire une pause dans la projection d'échéance en échéance, parce que c'est un peu la vie de l'athlète, on se projette tellement, alors c'est ce qui n'arrive pas ou très peu dans la vie courante, cette capacité à anticiper, pas dans la procrastination ou dans l'abordage des tâches date après date. On les amène de plus en plus aujourd'hui à s'ancrer dans le présent. S'ancrer dans le présent afin d'être capable de développer son intériorité. Son intériorité parce que, en accompagnant aujourd'hui de jeunes sportifs, donc ce que j'ai envie d'appeler des gamins, qui ont entre 11 et 15 ans, et qui sont déjà dans des cursus d'entraînement sportif intensif précoce, en les accompagnant, on se rend compte qu'ils passent complètement à côté de la construction de l'homme ou de la femme qu'ils sont en devenir. Et c'est important que chacun de ces athlètes puisse aujourd'hui capitaliser avec un ancrage vraiment existentiel et présent sur ce qu'ils sont vraiment, ce qui les anime, ce qui les motive, ce qu'ils ambitionnent, leur système de valeurs, et qu'ils soient conscients de leur propre construction en cours. C'est un vrai travail. Des athlètes aujourd'hui
ont recours à des pratiques notamment de méditation pour explorer justement cette dimension intérieure qui leur permet d'être conscients pleinement de ce qui leur arrive, notamment en termes de compétition. Pourquoi est-ce que tel ou tel adversaire va me mettre en colère ou va générer de la peur chez moi? C'est un questionnement qu'il faut mener, qui est également de l'ordre de l'intelligence émotionnelle. Chacun va réagir différemment. Et notamment, on parle beaucoup d'agressivité dans le sport. Donc, dans le sens initial du terme, agresso, aller vers, pas forcément déchaîner sa violence et mettre à mal son adversaire, mais vraiment être dans une logique de mouvement. Et quand on prend par exemple le référentiel des 4 émotions, on se rend compte qu'il y a des conditionnements qui sont au-delà de notre compréhension, de notre volonté, notamment le rapport à la peur. Est-ce que par exemple vous savez pourquoi on a tendance à devenir blanc en face de grande peur? C'est un code génétique qui est ancré en nous pour la plupart, et parce que le sang quitte globalement le cerveau. Quand vous avez peur, le réflexe primaire, il n'est pas de réfléchir, il est de courir. Et vous vous rendez compte que le sang, naturellement, va affluer vers les membres inférieurs. Alors cette fonction sur la peur, ce conditionnement de la peur, notamment, n'a pas grand lieu, notamment dans le monde de l'entreprise. Si votre manager vous fait peur, partir en courant n'est pas la meilleure solution. Mais par contre, on voit des gens qui perdent des couleurs assez rapidement. Dernièrement, j'ai accompagné une jeune sportive qui me dit « Moi, quand je suis en colère, je pleure. » Et du coup, on ne me prend pas au sérieux. Effectivement, alors on explorait un peu cette colère, comment elle se canalisait. Elle a des origines asiatiques, et avec des parents très représentatifs, très importants pour elle, et qui l'ont appris la non-violence. Et quelque part, on s'est aperçu en explorant, elle est arrivée à cette conclusion-là, que sa peur, si elle la faisait pleurer, c'était parce qu'elle éprouvait une énorme frustration. Et donc on a travaillé sur ce sujet-là en se disant, mais effectivement, donc merci à tes parents, parce qu'il pourrait y avoir des morts, vu le nombre de fois où tu es en colère dans une semaine. Et effectivement, c'est cette difficulté ou cette obligation de canaliser sa propre violence qui l'amène à pleurer. Et dernièrement, elle m'a fait un débrief assez intéressant en me disant, finalement, maintenant je ne pleure plus, parce que j'ai presque du dédain, de la pitié pour les gens qui me donnent envie de pleurer. Elle a pris conscience justement du risque qu'il prenait si elle ne pleurait pas. Donc ça, c'est vraiment par l'exploration de l'intériorité et notamment de l'histoire de vie, comme on le pratique, comme le pratique Dominique avec son approche socio-analytique, expliquer, revisiter son histoire de vie, être capable de comprendre ses valeurs, de savoir d'où elles viennent, de savoir lesquelles choisir et construire, et sur lesquelles on peut mettre de côté pour continuer d'avancer dans des conditions, on va dire, qui soient moins sacrificielles, notamment pour les athlètes de haut niveau. Quand on parle de respiration, alors il y a cette formalisation qui, notamment avec les activités méditatives et en tout cas de respiration, on peut se développer sur ces 4 axes-là, donc c'est une formalisation parmi tant d'autres, mais notamment sur la capacité à se concentrer, se stimuler, s'exprimer, se relaxer. Et je pense que c'est quelque chose qui nous parle à tous. Une difficulté à parler en public, effectivement, il est parfois intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on a du mal à parler en public, et ces activités de méditation leur permettent justement à ces athlètes, et à la plupart des gens que j'accompagne, d'apporter un nouvel éclairage avec on va dire une phase de sérénité qui leur permet justement d'explorer toute cette intériorité. Alors, juste puisqu'on parle de respiration, je travaille énormément sur le phénomène respiratoire, et d'un point de vue physique et sanitaire, et également d'un point de vue, on va dire, plus méditatif et l'intériorité. J'aimerais juste, si vous permettez, qu'on se livre à une petite expérience. Si vous voulez bien, vous vous redressez. Bonsoir, droit sur votre chaise. Sans forcer votre respiration, juste inspirez par le nez comme vous le feriez naturellement. Et au moment de l'expiration, poussez un léger « Ah ». Rendre votre expiration audible. Et respirez 10 fois de la sorte.
C'est bon, on peut s'arrêter là. Qu'avez-vous observé? Effectivement, au-delà du bienfait personnel, à la fin, les A étaient quasiment tous coordonnés. Ce qui me permet d'arriver sur le volet suivant qui s'appelle l'agir en relation. C'est une tendance naturelle, cette capacité à synchroniser nos activités. Un des meilleurs exemples, c'est le fameux haka néo-zélandais. Imaginez les premiers sportifs européens qui se sont retrouvés face aux All Blacks. Juste pour information, est-ce que vous savez d'où vient le nom All Blacks? Une faute de frappe. C'est une faute de frappe du premier journaliste sur la première confrontation contre les Anglais, où, vu les gabarits de ces sportifs, la culture maori, ils avaient tous des profils d'arrière, costauds, qui sont là pour stopper la ligne. Et de The All Blacks. Et ça donnait le mythe qui suit derrière. Donc, pourquoi est-ce que le haka est extrêmement intéressant? Au-delà de l'intimidation, le haka est une culture maori qui est un palliatif au combat. C'est un peu ce que fait le gorille argenté quand il se tape sur la poitrine dans la jungle. C'est dissuader son adversaire de venir le voir. Donc il montre ses dents, il fait énormément de bruit et montre sa force physique. Les All Blacks, il y a ça effectivement dans le haka, mais c'est aussi un incroyable exercice de synchronisation de tous les joueurs entre eux. Ils se frappent, se stimulent, ils crient ensemble. Cette onde-là, elle pénètre l'adversaire, mais elle traverse aussi tous les membres de l'équipe. Alors, une courte vidéo, qui est une pub malheureusement. Nous sommes les All Blacks, et voici l'histoire du haka. On se tient côte à côte. L'heure est venue pour l'équipe de relever le défi. On invoque nos ancêtres qui reposent en Nouvelle-Zélande pour qu'ils jaillissent de la terre et s'emparent de nos corps. On l'exprime avec nos yeux et tout notre visage. Notre force, on la puise dans l'équipe, mais aussi dans tous ceux qui ont porté ce maillot. Unis comme un seul homme, on pousse pour aller au bout de notre rêve. La fin du haka raconte que notre équipe s'élève pas à pas vers le soleil et la gloire. Le futur est sans limite. Tout peut s'accomplir si tu concentres ton esprit. C'est intéressant parce que globalement vous avez cette idée de synchronisation de quelque chose qui est plus large que l'équipe en elle-même et toujours ce que j'évoquais tout à l'heure lors d'Ali sportive, ce rapport au divin. On s'élève vers le soleil et même nos ancêtres morts en Nouvelle-Zélande viennent participer. Donc il y a toute une charge qui va autour de la symbolique. Pour revenir sur le haka en lui-même, cette capacité à synchroniser les actions et qui crée justement cette spécificité du jeu néo-zélandais. Les néo-zélandais ne sont pas les seuls à pratiquer le haka, mais au global, ce sont des individualités qui sont capables d'agir individuellement, mais également collectivement. Alors que sur la plupart des cultures, notamment en rugby européenne, on est sur une organisation essentiellement collective.
Là, un des dilemmes aujourd'hui qu'on a avec l'équipe de France, c'est cette difficulté à trouver la place de l'individu. À quel moment est-ce qu'on est de l'ordre du génie en faisant quelque chose tout seul, ou est-ce qu'il vaut mieux se cantonner à faire quelque chose d'individuel? Regardez ce qui se passait à une époque également sur les bateaux, ces chants qui étaient faits par les marins lors des grandes actions de tirage de voile, etc. On était encore également sur une synchronisation et cette capacité à s'aligner sur une même fréquence, entre guillemets. Chose que vous faites naturellement quand vous respirez. Je ne peux pas croire que tout le monde ici respire de la même manière. Et pourtant, au fur et à mesure, il y avait ce A qui devenait quasiment synchrone. Donc cet agir ensemble, il est souligné dans un film, je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui s'appelle La Vague, qui est inspiré d'une histoire vraie. Globalement, un enseignant qui essaie de faire comprendre à ses élèves qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle dictature. Et les élèves allemands, qui ont conscience de leur histoire, disent « ça ne peut pas arriver ». Et donc ils lancent ce projet. Et dans ce film, il y a cette séquence assez vraiment bien fichue, où il les fait taper du pied ensemble. Des élèves avec des individualités, chacun dans leur coin, il y a les bons, les mauvais élèves, ceux qui sont au fond de la classe. Et à un moment donné, tout le monde debout et on tape du pied ensemble. Et on marche. Et on va faire du bruit ensemble. Et cette capacité à fédérer, cette capacité à créer du lien entre des individus. Alors, je ne dis pas qu'il faut créer un nouveau régime autocratique dans l'entreprise pour générer du faire ensemble, de l'agir en relation. Mais par contre, il est intéressant de voir, par exemple, comme les activités de chant peuvent avoir leur intérêt également. Et en termes d'exploration de soi et d'expression de soi, mais également en termes d'alignement et de création de liens avec les autres individus. La musique porte également d'incroyables fruits. Là, j'ai eu le plaisir d'assister à un atelier où des gens qui ne sont absolument pas musiciens viennent, à un moment donné, participer, apporter leur touche à l'édifice d'un orchestre, en faisant des percussions, etc. Et c'est vraiment également générateur de liens. Donc au-delà du champ du sport, l'agir en relation, c'est quelque chose qui est vraiment central, dans la mesure où, là je m'avance dans un exercice de conceptualisation parfaitement imparfait, mais où l'ego est bien identifié. Quand je parle d'ego, pas forcément au sens psychologique, mais vraiment parler de l'individu, de sa construction, de ce qu'il est dans son intériorité. Les activités de méditation peuvent permettre d'arriver à une vraie connaissance de l'ego et qui va agir en relation également avec son environnement. Et quand je parle des athlètes de haut niveau, l'environnement est particulièrement important. Le rapport à la famille. Si je reprends l'exemple de Cécilia Berder, qui est arrivée 4e aux Jeux Olympiques, c'est le pire échec pour elle de toute sa vie. Et elle a vécu une période vraiment presque de dépression suite à cet événement-là. Pas pour elle. Quand on explore un petit peu son expression, sa formalisation, c'est pour ses parents. Donc cet environnement, c'est ses parents qui ont beaucoup investi sur elle, qui croient beaucoup en elle, qui sont extrêmement supportifs. Elle n'a pas supporté de les décevoir, sachant que les parents n'ont jamais dit, clairement, tu nous as déçus. 4e aux Jeux Olympiques, il me semble que des parents qui expriment ça sont des parents qu'il faudrait revisiter vite fait. Mais elle l'a vécu en tant que telle. L'environnement, il est beaucoup plus large que la famille. C'est les amis, c'est le rapport aux médias, à la société, à tout jugement qui va se porter sur l'individu, le rapport également aux sponsors, aux médias, à l'argent, etc. Enfin, tout ce que j'essaie de symboliser dans ce schéma imparfait, et que je développe sous le terme d'égologie. Être conscient de soi et des interactions qu'on a avec son environnement, que l'environnement a sur moi et que moi j'ai sur mon environnement. Si je reprends l'exemple de Cécilia, par exemple, elle n'a jamais exploré l'impact qu'avaient ses actions, sa carrière, ce qu'elle est sur ses parents. Elle ne l'a jamais questionné. Elle part sur des présupposés. Donc cette exploration-là est extrêmement importante pour que l'athlète puisse justement s'épanouir et avancer en terrain parfaitement éclairé. Et le fait est que, comme dans la plupart de nos trajectoires individuelles, il y a des zones d'ombre qu'il est toujours intéressant d'éclairer. Ça peut paraître philosophique, mais chaque expérience de vie est générateur d'effets et qu'il est intéressant d'analyser pour se comprendre parfaitement. Et je dirais que, pour poursuivre dans cette voie-là, le secret des légendes, les grands sportifs, ceux qui ont marqué l'histoire du sport, on a tous des noms de superstars qui ont révolutionné leur sport. Si on parle par exemple du football, qui est un des sports les plus connus, on nous parlera régulièrement de Zidane. Cette capacité à ce qu'on appelle dans l'entreprise le thinking out of the box,
c'est la créativité, cette capacité à sortir du cadre, cette capacité à créer quelque chose de nouveau. Cette création, elle passe généralement par une notion de plaisir. Et ce plaisir, il est vraiment central dans le... Zidane, quand il débrief de ces matchs, il a toujours cet amour du jeu, il l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, comme si on jouait dans le quartier. Comme s'il n'y avait pas d'autre enjeu finalement que le jeu. Cette notion entre le jeu et le sport, il est important de l'explorer. Le jeu fait partie d'une forme d'éducation, enfin participe à notre éducation, à notre apprentissage. Juste pour souligner ça, Rafael Nadal, par exemple, qui est un énorme joueur de tennis, ne bénéficie pas auprès du public d'une cote de popularité incroyable. Il a ce côté, c'est une machine, il sourit peu, rares sont les moments où il laisse éclater sa joie, et pourtant, c'est un grand joueur. Un palmarès comme le sien, on en a rarement vu. Et Djokovic, qui a un palmarès un peu en deçà de celui de Nadal, lui sourit plus régulièrement et parle de plaisir dans le jeu, et finalement bénéficie d'une meilleure cote de popularité. Également sur Teddy Riner, qui a témoigné dernièrement dans Le Monde sur « Mon corps est usé, j'ai encore 7 ans à tenir ». Il a commencé d'ores et déjà les infiltrations d'acide hyaluronique dans les articulations. C'est vous dire que le sport de haut niveau est très bon pour la santé. Rafael Nadal, quand il dit « je joue avec la douleur », c'est que cet homme-là est perclus de douleur. Vraiment. Il n'y a pas un moment de sa vie où il ne souffre pas. Donc il continue à jouer. Donc ça renforce encore ce côté méritocratique de la performance. Et plus ancien, on a André Agassi qui dit « je ne peux plus toucher une raquette ». Si vous n'avez pas lu la biographie d'André Agassi, je vous invite à le faire. Une relation extrêmement complexe au père et un vrai transfert du père qui a été un père entraîneur pendant longtemps et qui l'a énormément frustré. Et malgré le grand palmarès et la destinée de ce joueur-là, aujourd'hui c'est quelqu'un qui n'approche plus une raquette de tennis. Steffi Graf a une trajectoire à peu près similaire, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont trouvés, mais le fait est que pour durer, regardez l'exemple de Laure Monodou, qui avait des relations extrêmement dures avec Philippe Lucas. J'ai été surpris, moi, en approchant le milieu de la natation, de voir que Philippe Lucas est considéré comme un excellent entraîneur. Moi, j'avais l'image médiatique, je ne pouvais pas savoir. Le fait est que cet homme-là, visiblement, est capable de fournir autre chose que ce qu'il a fourni avec Laure Monodou. Mais le complexe agression-frustration qu'il a développé avec Monodou a amené à une grande championne qui a duré 2 ans, 3 ans. Donc on n'est pas sur la performance durable. Cette notion de plaisir, elle est centrale pour énormément d'athlètes qui sont dans la durée. Donc là, le fameux article dont je vous parlais de Djokovic, et où moi je suis surpris de voir que le plaisir est entre guillemets. Maintenant, c'est un questionnement que je soumets sur les échanges que je peux avoir avec les athlètes que je fréquente régulièrement. Quel est le problème avec le plaisir ? Y a-t-il un tabou sur le plaisir ? Est-ce mieux finalement d'afficher un profil méritocrate, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, ou est-ce qu'à un moment donné, dire je suis hyper content d'être là et ça me fait plaisir de jouer et de battre éventuellement, mais j'ai du plaisir à ça, quelque part ça ne passe pas. Et ce plaisir-là, il y a un vrai tabou autour, et quand on parlait de motivation intrinsèque ou extrinsèque, cette motivation intrinsèque sur le plaisir, elle est extrêmement dure à formaliser parce qu'on a l'impression qu'elle est protégée par des remparts par la plupart des athlètes qui n'avoueront pas leur propre plaisir, leur source de plaisir. D'où l'arrivée sur le thème du jeu. Donc toujours pareil, M. Larousse s'est prononcé sur une activité d'ordre physique ou mental non imposée, visant à aucune fin utilitaire et à laquelle on s'adonne pour se divertir et tirer un plaisir. On arrive enfin à l'essence du jeu. Comme il était dit tout à l'heure dans le teaser que je vous ai montré, sur tous les animaux jouent, sauf un qui compte les points. Une activité de loisir soumise à des règles conventionnelles comptant gagnants et perdants, où interviennent de façon variable les qualités physiques, intellectuelles, l'adresse, l'habilité et le hasard. Au regard de ce que je peux observer dans l'entreprise et la pénétration de l'entreprise par les valeurs sportives et certains cabinets également de coaching ou de formation qui prônent ces valeurs sportives, j'ai envie de dire, au-delà de l'aspect sacrificiel du sport et de l'impact discutable sur la santé, parce qu'on parle également de compétition, si je dois donner ma vision de la compétition, ça va être une vision extrêmement drastique en vous disant la machine de la compétition, c'est une machine à fabriquer des perdants. Il y a un gagnant, le reste sont des perdants. Si on regarde vraiment de manière, selon mon objectivité, qui n'est pas l'objectivité de tout le monde. Mais si on fait pénétrer ça dans l'entreprise, je ne suis pas sûr que ça va être créateur de liens et générer de l'agir ensemble. Le jeu peut permettre ce genre de choses-là.
J'ai assisté à des scènes, par exemple, d'escape game. Je ne sais pas si vous connaissez ces pratiques-là. On vous enferme dans une pièce avec des énigmes à trouver pour pouvoir sortir de la pièce et accéder à une pièce à côté, et où les collaborateurs doivent, à un moment donné, trouver des solutions ensemble. J'ai organisé dernièrement un stage où on était sur une fabrication de radeaux, quelque chose de très Koh-Lanta sur une plage, où il fallait, avec 3 bouts de ficelle, 4 bambous et 2 tonneaux, créer un radeau qui permette à toute l'équipe de monter sur l'eau. Ces activités abordées sous le thème ludique sont bien plus profitables que la plupart des situations sportives qu'on essaie de transférer dans l'entreprise. Pour avoir assisté notamment à une séance où, pour créer du lien oxygéné, travailler la santé, on a emmené tout un groupe de marketeurs et surtout de marketeuses courir dans la nature, dans les bois, alors vous allez voir, vous sentir, etc. Je peux vous dire que le manager qui avait pas mal d'embonpoint, qui avait 50 ans et qui s'est vu mise en difficulté devant son équipe, n'est pas ressorti avec un super ressenti de cette expérience-là. Donc les valeurs du sport dans l'entreprise, discutons-les et choisissons bien. Sur l'intérêt du jeu, je vous invite à vous pencher sur l'œuvre de Pierre Parlebas, Jeux, sport et société. Toujours pareil, les scientifiques ont toujours cette capacité à rendre complexe et rébarbatif quelque chose qui pourrait être très sympa, puisque c'est le jeu à l'origine. Donc lui, il parle de praxéologie, c'est l'apprentissage moteur par le jeu. On tient une clé, je pense, avec l'apprentissage et les interactions, la création de liens et de mieux dans l'entreprise par le jeu. Et j'aimerais souligner dans un dernier volet l'intérêt des sports libres. Parce que je vous ai dit que la galaxie sport était extrêmement diverse et variée. On parle de sport de compétition, de sport d'opposition, mais également ces sports libres. Alors, encore une fois, l'objectivité, vous pourrez tout à fait les discuter, puisque je suis moi-même issu de cet engouement-là. Je viens du monde de l'escalade et je pratique actuellement le surf. Donc ces activités qu'on peut mettre dans la catégorie soit des activités physiques, soit des sports libres, ont l'intérêt, à mon sens, d'éliminer toute forme de compétition. On n'est pas dans la mesure par rapport à l'autre, mais plutôt dans une forme d'ordalie personnelle où on va se confronter à un élément qu'on ne maîtrise pas et qui est donc la nature en l'occurrence. Je vous ai mis également une image de yoga parce que d'un point de vue sanitaire, hygiène personnelle, beaucoup d'activités sont aujourd'hui en voie de développement, mais ont été longtemps laissées de côté parce qu'il n'y avait pas cet aspect compétitif. On parlait limite de choses de gourou quand on parlait de yoga. Le fait est que le yoga, le qigong ont des vrais impacts sur la santé en termes de perception, ce qu'on appelle la proprioception de soi, donc la perception de soi, et de compréhension de ces mécanismes physiologiques. Toutes ces activités-là ont un vrai intérêt. Et je vous aurais noté 2 photos de surf, parce que la deuxième, avec le dauphin, apporte également quelque chose de particulier. La confrontation à la nature et à l'animal. Il y a quelque chose dans la découverte de soi et la compréhension de soi et de sa relation à l'autre de très puissant qui se passe avec l'animal. Que ce soit des stages qui sont organisés avec des chevaux ou d'autres animaux, mais en tout cas, il y a cette possibilité d'agir, notamment par l'activité équestre, mais également, vous voyez, dans d'autres moyens. Les sports de pleine nature, en règle générale, permettent justement ce contact au milieu naturel. Pour terminer, je vais vous parler peut-être connaissez-vous les accords Toltec. Oui. Vous en avez entendu parler. Alors il y a 4 accords Toltec. Je m'intéresse au 4e, ce qui ne veut pas dire qu'il faut balancer les 3 premiers. Au contraire, qui sont importants, que ce soit la parole impeccable, ne pas faire de suppositions, ne rien prendre pour soi. Et la logique de faites toujours de votre mieux. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Accordez-vous que le mieux ne sera jamais le même suivant le contexte et suivant votre propre état au moment présent. Il est extrêmement intéressant cet accord-là parce que dans la logique de la performance permanente, j'ai envie de recentrer sur cet ego, cet individu qui avance en pleine conscience de ce qu'il est et de ce qu'il peut et qui est capable de fournir son mieux. Et c'est important parce que chacun devra être capable de passer son propre curseur sans être trop complaisant avec soi-même ni trop exigeant. Quel est le mieux que je peux fournir à l'instant T pour répondre à une tâche ou à un niveau de performance qu'on me demande ou que je m'impose. Cet accord Toltec, en lui-même tout seul, ne vaut pas grand-chose. Il fait partie d'un cursus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les accords Toltec, c'est issu d'une sagesse centra-américaine antique et qui, sur le développement personnel, le mieux vivre ensemble, on peut piocher comme dans d'autres boîtes à outils, mais je trouve que cette logique de faire de son mieux,
plutôt que d'être dans le dépassement de soi. Le dépassement n'a d'intérêt que s'il est consenti et voulu. Or, le fait est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens suivent un flux sans vraiment l'avoir choisi. Et cette logique de faire de son mieux, si je reprends le cas dans l'entreprise pour le vivre quotidiennement avec ma concubine qui est employée de la grande maison, une grosse boîte, on est toujours en train de tirer sur la corde en demandant le plus. Et le fait est que, au même titre que pour les athlètes que j'accompagne, il y a un aspect sacrificiel dans la mesure où ça peut être la vie sociétale, ça peut être la vie familiale, ça peut être la vie amoureuse qui à un moment donné va se retrouver vide et d'un sens puisque toute l'énergie va être consacrée à cette tâche-là. Dans le monde professionnel, c'est important également d'avancer, comme le font la plupart des athlètes, de manière éclairée, en se disant aujourd'hui quelle est ma priorité. On pourra ensuite rediscuter l'analyse du monde du travail. Moi j'ai été très inspiré par Vincent de Goljac à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on trouve dans le travail et qu'est-ce qui nous nourrit? Quel est le contrat que je passe avec mon travail? Est-ce que c'est un contrat narcissique, un contrat social, un contrat financier? Mais à partir de quel moment je ne réponds plus à ce contrat-là et à quel moment je rentre dans une logique de sacrifice au nom de la performance? Donc cet accord Toltec, il est à réfléchir et je pense que ça devrait, chacun devrait s'y pencher sérieusement en essayant de savoir quelles sont les limites qu'on peut dépasser, qu'on ne peut pas dépasser, qu'on choisit de dépasser et quel est le mieux qu'on peut fournir à l'instant présent. Est-ce que le fait d'aller au travail extrêmement malade, à genoux pour faire une présentation extrêmement importante est profitable à qui que ce soit? Je l'ai vu faire. Donc les conseils que j'aurais envie de donner pour finir cette intervention sur une performance durable et responsable, la performance, elle est nécessairement un objectif unique et temporalisé. On n'est pas performant sur la durée, on l'est à l'instant T après un processus de préparation. Cette performance, elle est unique. Et là, je vais encore souligner un parallèle avec le monde du travail. Un athlète de haut niveau, on lui dit « Cette année, tu es arrivé 2e au championnat du monde, l'année prochaine, tu seras champion du monde. » On se fixe cet objectif. Dans le monde du travail, dans tous les verbatims que je peux recevoir, collecter, on me demande d'être plus performant que l'an dernier, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, je dois faire plus 10%. Mais régulièrement, on ajoute la ligne avec moins 8% de frais de fonctionnement. On est sur un objectif double. Donc la performance, elle est nécessairement unique. On ne peut pas être performant sur 2 champs à la fois. C'est une dispersion des ressources. Elle nécessite un entraînement et une préparation. Si cet entraînement n'est pas fourni par un cadre institutionnel, c'est important également qu'on accorde du temps à la préparation. Et par préparation, j'entends ne pas céder à cette pratique courante qui est la procrastination. Remettre à plus tard et arriver à l'échéance dans l'urgence. J'en suis le pire exemple puisque moi j'ai moi-même fini ma présentation hier soir. Vous voyez. La récupération, également qu'on a vu dans le cursus de progression, qui s'accorde un temps de récupération et posez-vous la question de savoir comment vous vivez cette récupération. Il faut être objectif avec soi-même également et savoir à quel moment j'ai besoin de récupération et s'autoriser cette récupération. Il y a un tabou aussi avec le repos. Ce temps perdu à ne prendre soin que de soi mériterait aussi qu'on l'explore. Agir en conscience, ça c'est l'invitation, je dirais que ça devrait être une invitation transversale à tout domaine d'activité. Être dans une posture réflexive quasi permanente et savoir se questionner et questionner les interactions qu'on a avec l'environnement. Entretenir le plaisir, et pour ça j'ai envie de dire avant d'entretenir, il faut l'identifier, et ça c'est propre à chacun. Et d'où l'intérêt de toutes les démarches de coaching et d'accompagnement dans cette logique de recherche du plaisir. Jouer, apprendre et créer, parce que quelque part dans le moteur, le jeu est la meilleure manière d'apprendre, une des meilleures manières d'apprendre, et cette capacité de création, c'est quelque chose aussi qui entretient la machine cérébrale, l'envie. Alors, je ne vais pas vous chanter l'envie d'avoir envie, puisque même si c'est de saison, mais l'envie est là. Et on reprend ce dernier accord Toltec, faire de son mieux pour atteindre sa performance. Pour conclure, vous parler un peu de cette philosophie que je développe en tout cas dans mon activité, dans ma philosophie de coaching, et je vous invite à lire ce livre de Joël de Ronet qui s'appelle « Surfer la vie ». Joël de Ronet qui est un scientifique vulgarisateur, qui est directeur de la Cité des Sciences, et qui est surfeur également, donc c'est un monsieur qui a 74 ans maintenant, et qui est surfeur devant l'éternel, et qui a développé toute une philosophie de vie donc, sur le surf en règle générale,
Et je trouve qu'il résume assez bien l'approche que j'essaie d'avoir dans mon travail à l'origine, mais aussi dans la manière d'aborder les athlètes de haut niveau. Lorsqu'on regarde un surfeur, on a l'impression de quelqu'un en équilibre qui trace sa trajectoire sur les vagues. Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que le surfeur gère ses déséquilibres en s'adaptant à un élément qu'il ne maîtrise pas, en l'occurrence la vague. Cette logique de la mise en mouvement permanente, cette logique de la réflexivité sur ce sur quoi j'ai de l'impact et ce que je ne peux pas contrôler, c'est aussi une démarche de prise de conscience de son environnement. C'est en ça que je trouvais que c'était assez intéressant. Et je pense qu'effectivement, si le sport doit pénétrer l'entreprise et la société avec ses valeurs, les sports dits libres, sport de glisse, sport californien, il y a eu différentes nomenclatures, en sont un bon moyen parce qu'ils ne sont pas dans une logique de confrontation à d'autres. On est vraiment sur une logique de développement individuel. Et je terminerai juste par un petit message qui me tient à cœur au regard de tout ce que j'observe dans le monde du sport. Je suis actuellement secrétaire du comité éthique et sport, donc qui est un do tank qui intervient dans le monde sportif. Et je travaille dans le cadre de la commission maltraitance. Alors les sujets sont variés puisqu'on parle de mixité, on parle de dopage, de sponsoring responsable. Je me suis consacré à la maltraitance dans le sport. Parce que, effectivement, comme j'ai essayé de vous le faire transparaître au cours de cette conférence, le sport a un aspect prédateur, presque carnassier dans sa structure. Que ce soit dans les rapports entre les individus d'une même équipe, il y a rarement une fraternité universelle, il y a des places à prendre et il y a un vrai combat pour avoir ces places. Le rapport de hiérarchie qu'il peut y avoir entre l'institution, l'entraîneur et les entraînés, les sujets sont vastes et ouvre à maltraitance. Et moi, je me rends compte que dans les athlètes que j'accompagne, il y a quelque chose de très rituel, presque classique, qui est là. Je ne vous parlerai pas des bizutages qui ont lieu dans certaines sections de haut niveau. Quand vous vivez dans certaines sections, on vous parle de pratiques courantes et normales. Quand vous en parlez, on a un gendarme qui travaille avec nous, il nous parle de droit pénal. Voilà. Donc, on en est à ce niveau-là. Et le fait est qu'aujourd'hui, l'institution sportive, je participe à un fritage sévère aujourd'hui avec la ministre des Sports, qui est dans le déni complet de ces choses-là. Pour elle, le texte de 2008 de protection est largement suffisant. Et le fait est que cette maltraitance, elle n'est pas forcément éclairée. Quand on parle de maltraitance, on parle de quelque chose de très personnel. Un bizutage, comme j'ai pu le voir, notamment dans les sections de judo, pour avoir encadré les sports de haut niveau. Certains sont très fiers d'avoir eu leur appareil génital arraché et labouré par une bande adhésive. D'autres le vivent de manière plus intérieure et pas forcément bien. Et la parole est difficile à libérer. Donc nous avons mis en place cette campagne Stop aux maltraitances dans le sport, avec une ligne d'appel pour toutes les personnes qui sont victimes de maltraitance, qu'elle soit donc la maltraitance qui porte atteinte à mon intégrité physique ou morale ou à ma dignité. Et là on se rend compte que le monde du sport est un milieu où il y a une vraie omerta sur ce sujet-là. Donc je vous remercie pour votre attention. Toujours une photo de Douaneau. Et je vais laisser la parole à Jimmy Coco, si tu veux venir par ici.